Alors la fibromyalgie, c'est une maladie un petit peu différente parce qu'il y a moins d'atteintes organiques que dans le Parkinson et que dans l'Alzheimer. À vrai dire, même ces gens-là, qui sont souvent des femmes, quand on fait leur bilan, tout est normal. C'est-à-dire la biologie est normale, les examens sont normaux et tout revient toujours normal. Donc c'est un peu désespérant pour tout le monde et pour elles surtout parce qu'elles souffrent en général et pour les gens qui vont les soigner. Donc la fibromyalgie, la définition, c'est un syndrome polyalgique idiopathique diffus. Idiopathique, ça veut dire qu'on ne connaît pas sa cause. Hein. Et donc, c'est une maladie qui est caractérisée par un état douloureux musculaire chronique, toujours variable dans son intensité et dans sa localisation. C'est la variabilité de tous les facteurs qui fait la fibromyalgie, en fait. Donc, l'étymologie, bien sûr, c'est la fibre, le muscle et algie, la douleur. Voilà. Alors, l'historique de cette maladie-là, ça a été longtemps ce qu'on a appelé l'hystérie féminine. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça que c'est été reconnu comme maladie. On a eu du mal à la classer quelque part. Finalement, elle a été classée en maladie rhumatologique maintenant. Alors, à cause des douleurs, bien sûr. Hein. Ça serait difficile, peut-être aussi, il faudrait que le versant psychologique reste un peu plus dans la maladie. Hein. C'est toujours un peu compliqué. Donc maintenant, elle fait en tout cas partie de la rhumatologie et gérée par les rhumatologues. Elle est passée dans les maladies à 100% autour de 92 par là, mais quand même pas dans les maladies sur liste. Elle est dans les maladies hors liste, c'est-à-dire que quand on demande à 100% pour une fibromyalgie, le médecin conseil peut le refuser. Il peut l'accepter, mais il peut le refuser. Donc, c'est une maladie qui reste encore hors liste, qui n'est pas dans les listes obligatoires. Si vous demandez à 100% pour un Parkinson ou pour un Alzheimer, vous l'aurez toujours systématiquement sur les listes tout de suite. La fibromyalgie, ça reste encore au bon vouloir des médecins conseils qui acceptent ou qui n'acceptent pas. Voilà. Donc, il y a beaucoup de disparités selon les régions et dans toute la France. Voilà, alors c'est une maladie quand même essentiellement féminine. Au début, on avait 10 femmes pour un homme. Maintenant, on commence à avoir un peu plus d'hommes quand même, quelques-uns en plus. Le pourcentage reste quand même très féminin. Hein. C'est une maladie, contrairement au Parkinson et à l'Alzheimer, de gens jeunes. Hein. C'est souvent, ça commence souvent à 30 ans, voire avant 30 ans. Hein. Donc c'est quand même très handicapant au niveau du travail. Voilà. Et ça représente quand même 2 à 10% de la population. On en voit de plus en plus. Alors peut-être parce qu'on en dépiste de plus en plus aussi. Hein. C'est possible aussi. Hein. Alors, le problème de la fibromyalgie, c'est le diagnostic. Il n'y a aucun test fiable et aucun test probant. Et un médecin va pouvoir diagnostiquer une fibromyalgie et un autre médecin, à un autre moment, va pouvoir dire non, il n'y a pas de fibromyalgie. Donc, c'est un peu le problème. Donc, le diagnostic se fait par élimination de tout le reste. C'est-à-dire toutes les maladies un peu neuromusculaires, notamment les myofascites, qu'on voit beaucoup maintenant avec les vaccins, avec les choses comme ça et tout, qu'on diagnostique sur les biopsies musculaires. Donc, si vous faites une biopsie musculaire, un fibromyalgique qui a pourtant mal dans ses muscles, la biopsie musculaire est complètement normale. On ne trouve absolument rien. Voilà. Et donc, quand on a éliminé le Parkinson, la sclérose en plaques, en ayant fait les scanners, les IRM, etc., et qu'on n'a rien trouvé et que les femmes continuent à se plaindre, on dit souvent, en diagnostic d'élimination, il y a probablement une myalgie, une fibromyalgie. Voilà. Donc, c'est toujours des diagnostics un peu bâtards et pas reproductifs forcément d'un médecin à l'autre. D'où le problème de ces femmes-là qui vont souvent de médecin en médecin, qui ont vu beaucoup de gens, beaucoup de monde, et qui finissent souvent par avoir un état dépressif et anxieux, déjà parce qu'elles ont mal,
Donc elles ont mal tous les jours, tout le temps, n'importe quand, n'importe où, et des douleurs souvent assez intenses. Et en plus, dans beaucoup d'endroits, on ne les reconnaît pas. Donc c'est un peu compliqué souvent dans leur parcours. Voilà. Alors, le diagnostic, il se fait sur déjà leur histoire. Il faut qu'elles aient mal au moins depuis 3 mois et dans 4 cadrans différents du corps, c'est-à-dire haut, bas et droite-gauche. Hein. Voilà. Et puis, donc, il y a une série de 18 points qui ont été placés un peu dans différentes parties du corps. Vous pourrez voir sur des schémas. Voilà. Il faut qu'il y ait au moins 11 points douloureux. Voilà. Alors, c'est toujours un peu subjectif parce que, bon, pour ceux, je pense qu'ici, vous avez tous reçu des shiatsu. Et vous savez que même sans fibromyalgie, il y a des points où on appuie et qui sont douloureux. Donc, c'est toute la subjectivité du diagnostic de la fibromyalgie. C'est qu'on peut avoir des points douloureux qui ne sont pas des points de fibromyalgie. Et voilà. Et donc, c'est toujours des personnes qui sont en difficulté au niveau de leur diagnostic et des fois au niveau de leur administratif, de leur travail, etc. quoi. Alors les symptômes, justement, donc c'est des douleurs chroniques qui sont diffuses, qui sont en général toujours invalidantes dans leur quotidien, hein, pour la maison, pour les enfants, pour le travail, pour les courses, pour le ménage, enfin pour tout ça. Hein. Voilà. Alors on trouve tout absolument dans les douleurs, c'est-à-dire qu'elles vous disent que ça brûle, ou qu'on a l'impression qu'on leur arrache le muscle, ou qu'on leur écrase le muscle, où il y a les fourmillements. Enfin, tout est dans les descriptions, tout existe. Même chez elles, d'ailleurs, ça peut bouger d'un moment de la journée à l'autre, hein, et elles peuvent avoir des sensations différentes. Voilà. C'est variable aussi dans l'intensité et dans la localisation et dans le moment de la journée. C'est sur ces éléments-là, en général, justement, qu'on fait le diagnostic de fibromyalgie, la plupart du temps. Hein. Alors, il y a toujours, bien sûr, une fatigue physique parce qu'elles ont mal tout le temps et une fatigue psychique parce que bon, c'est pénible d'avoir mal et puis en général, elles ont beaucoup de problèmes dans leur vie avec ça. Tout les irrite, donc le bruit, la lumière, les odeurs, elles sont très impatientes en général et tout. Quasiment, on trouve toujours de la dépression. Alors, ça va avec la fatigue, ça va avec tous les problèmes de la vie, ça va avec tout ça, bien sûr. Hein. C'est difficile de savoir si la dépression existe avant la fibromyalgie ou si c'est la fibromyalgie qui déclenche la dépression. Il y a probablement un peu des deux. Hein. Voilà. Il y a des troubles de la mémoire, bien sûr, et de la concentration. Voilà. Souvent des troubles digestifs. Bon, faut dire que quelquefois, elles compensent leur douleur par une alimentation qui n'est pas toujours, on va en parler après, mais qui n'est pas toujours idéale. Bon, souvent, brûlure, sécheresse des yeux, elles se plaignent souvent. On verra dans la médecine chinoise avec le foie. Alors, il y a le problème des insomnies, parce que souvent, elles ont mal un peu la nuit. Hein, et on va en parler aussi après sur la physiopathologie. Bon, elles ont souvent l'impression d'avoir des chaleurs. Il y a aussi quelques tremblements, mais qui ne sont pas, comme dans le Parkinson, des tremblements de repos, hein, qui sont des tremblements plutôt de fébrilité et d'excitabilité, qui ne ressemblent pas du tout à ceux du Parkinson, voilà. Et elles ont une sensation d'avoir un corps qui est complètement rigide, courbattu, rouillé. Elles se sentent vraiment mal dans leur corps, voilà. Alors, on retrouve souvent d'autres pathologies avec, des migraines, bien sûr, et un côlon irritable. Et on va en parler justement dans la physiopathologie de la fibromyalgie, parce qu'on s'est bien sûr posé des questions pourquoi il y avait des fibromyalgies, puisqu'on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Et les questions qui sont venues, c'est la première question, c'est est-ce que la fibromyalgie ne serait pas posturale? Alors, on a remarqué dans les fibromyalgies qu'il y avait un problème, en général des troubles, pour beaucoup, occluso-dentaires, c'est-à-dire que l'occlusion des dents n'était pas bonne et se faisait mal. Voilà. Et c'est ça qui serait, ce frottement serait responsable de la sécrétion d'une substance qu'ils appellent une substance P, qui pourrait être responsable de cette fibromyalgie. Alors, au début, quand on fait le diagnostic, évidemment, il n'y en a pas. Hein. Alors, maintenant qu'on fait des examens un peu plus approfondis, on commence à trouver, au bout d'un certain temps de la maladie, des perturbations qui se sont créées. Et cette substance P, on en a retrouvé dans le liquide céphalorachidien. Alors, le problème, c'est qu'on trouve, quand la maladie existe déjà depuis un certain temps, c'est-à-dire que ça ne peut pas servir
pour le moment encore, d'éléments diagnostiques. Voilà. Peut-être un jour, on la recherchera plus systématiquement. Hein. Voilà. Donc, si vous avez des fibromyalgies, il faut toujours vérifier leur système occlusodentaire. Et quelquefois, il suffit de régler ça pour vraiment considérablement améliorer leurs problèmes. Et ça, c'est important parce que si ce trouble-là existe et n'est pas regardé ou révélé, les traitements que vous pourrez faire déjà ne marcheront pas. Et même les shiatsu que vous pourrez faire après ne seront jamais efficaces, même si ça leur fait du bien éventuellement sur le moment. Vous n'aurez jamais l'efficacité et la guérison éventuellement si ça n'a pas été réglé. Voilà. Et l'autre question, est-ce que ça pourrait être postural? Est-ce que ça pourrait être diététique? Alors, évidemment, souvent, on a trouvé chez ces femmes une alimentation qui n'était pas forcément très bonne. Et là, ça rejoint un peu pour ceux qui connaissent la diététique du docteur Kousmine. Je ne sais pas pour ceux que ça intéresse. Hein. C'est-à-dire que chez ces femmes-là, en général, il y a une surconsommation souvent de laitage ou de gluten et de gluten. Voilà. Et on pense que peut-être il pourrait y avoir une responsabilité au niveau de l'accumulation du lait et du gluten. Quand il y a trop de lait, trop de gluten, pour les gens qui n'arrivent pas à le dégrader correctement, ça crée une porosité au niveau de l'intestin grêle et du côlon. Donc toutes les toxines sont réabsorbées, se stockent dans le foie. Et le foie, il doit vraiment se détoxiner quelque part. Et donc ça pourrait être dans les muscles. Voilà. Pour d'autres personnes, ça va être à d'autres endroits et tout. Mais chez ces gens-là, la détoxination du foie se ferait dans les muscles. Et donc, probablement, en changeant leur régime en lait, en gluten, en nettoyant leur côlon, éventuellement avec des irrigations du côlon, en regardant leur équilibre acido-basique, parce que souvent, justement, elles sont acides, en les rendant alcalines éventuellement le soir, on pourrait... là encore, les améliorer considérablement. J'ose pas dire les guérir, parce que c'est peut-être s'avancer beaucoup. Mais c'est aussi un chapitre vraiment important à gérer, en plus de vos shiatsu, parce que souvent, il y a quand même un gros problème à ce niveau-là. D'autant que quand elles ont mal, quelquefois, elles compensent alimentairement, souvent un peu n'importe comment. Voilà. Donc ça, c'est un facteur important. L'autre facteur important, j'en parle tout de suite. Vous verrez que c'est des femmes qui ont vu beaucoup de monde, donc ils prennent souvent beaucoup de compléments alimentaires variables et que pour être mieux, elles testent tout. Donc elles en essaient beaucoup, elles en mélangent souvent. Hein, et on se retrouve quelquefois avec des surdosages un peu surprenants. Alors bon, il y a des surdosages qui ne sont pas très toxiques, il y en a qui le sont. La vitamine E, notamment, surdosée n'est pas très bonne pour la santé. Et surtout, il y a une vitamine qui est très toxique chez les fibromyalgiques, c'est la vitamine A. Il faut absolument que dans leurs compléments alimentaires, elles aient aucune vitamine A. Ça, c'est hyper important. La vitamine A les aggrave, les hyper-excitabilise encore au niveau musculaire encore plus. Donc, si un jour vous en avez, prenez leurs compléments alimentaires et tout ce qu'elles prennent en plus pour pas avoir mal, pour pas être anxieuse, pour pas être dépressive, pour pas être boulimique, pour pas être constipée, pour pas être etc. Elles prennent souvent énormément de choses et donc il faut vraiment aller chercher là-dedans tout ce qu'il y a. Et s'il y a des choses avec la vitamine A, il faut les enlever. Et aussi si elles ont des anti-inflammatoires, parce qu'il y a quand même des médecins qui donnent des anti-inflammatoires. Et dans la fibromyalgie, l'anti-inflammatoire, c'est vraiment une contre-indication. Il ne faut surtout pas en mettre parce que ça les aggrave encore plus et ça les entraîne encore plus loin dans leur maladie et elles deviennent dépendantes de ça. Donc, quand on a regardé le problème postural, le problème d'esthétique, après, il y a l'hygiène de vie. On s'est aperçu que dans les fibromyalgies, il y avait un problème au niveau du sommeil. Alors, vous savez... Les anti-inflammatoires. Oui. Pourquoi est-ce que ça aggrave ça aggrave leur pathologie parce que on ne peut pas prendre des anti-inflammatoires à vie. C'est un peu délicat. Et donc, on ne peut pas... quand elles sont habituées à ça, c'est assez difficile de leur enlever. Et surtout, ça ne soulage pas leur douleur, la plupart du temps. Donc, déjà, les antalgiques ne soulagent pas vraiment. Et les anti-inflammatoires, quasiment pas du tout. Ça a tous les inconvénients et aucun avantage. D'accord, parce que
Pardon, stop, j'arrête. Il était convenu que là, pour le moment, c'est un exposé, le débat après. Bon, donc pour finir, il y a le mode de vie. Donc, vous savez tous que le foie détoxine entre 1h et 3h du matin. Hein. Donc, on trouve souvent des problèmes au niveau du sommeil chez ces femmes-là. Alors, la seule chose qu'on s'est aperçu en faisant des recherches, c'est que quand on faisait un électroencéphalogramme de sommeil pendant leur sommeil, elles avaient, pendant le sommeil léger, on a des ondes alpha. Hein, et en fait, pendant leur phase de sommeil profond, c'est-à-dire la phase 4, elles ont aussi des ondes alpha et elles n'ont pas d'ondes de sommeil profond. Donc cette phase de sommeil profond, en fait, serait supprimée. Et ça serait éventuellement une des causes pathologiques. Alors c'est important donc de voir un peu si elles respectent leur chronobiologie du sommeil. Parce que vous savez qu'il y a de plus en plus de gens maintenant qui sont sur leur ordinateur toute la nuit, entre 1h et 3h du matin. Donc voilà. Donc si les gens, enfin si ces femmes-là ne détoxinent pas leur foie entre 1h et 3h du matin, il faut absolument que ça soit fait, ça. Donc, chez tout le monde, même les gens en bonne santé, si c'est pas fait, ça crée des pathologies, ça c'est sûr. Mais bon, chez elles, c'est encore plus important que ça soit fait. Voilà, donc il faut voir aussi si elles dorment et comment elles dorment et leur dire qu'il faut qu'elles dorment au moins cette partie-là de la nuit et voir un peu plus longtemps si elles peuvent. On a souvent des problèmes à ce niveau-là. Voilà, donc il y aurait sûrement des recherches où on va peut-être faire des choses, la fibromyalgie, découvrir d'autres nouvelles choses, même probablement. Mais jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on ne sait pas trop d'où ça vient, pourquoi ça vient. Alors, le terrain, c'est souvent un terrain de stress quand même. Hein. On trouve souvent du stress, du surmenage. On trouve souvent des traumatismes qu'il faut aller chercher, psychologiques, etc. Hein. Dans la diététique, souvent, elles ne mangent pas assez de protéines. Elles ne mangent souvent pas très bien. Donc, la gestion du sommeil, ça, on a vu. Alors, le problème des fibromyalgiques, quand on fait les shiatsu, c'est que souvent, elles ont mal. Donc, c'est pas facile toujours de leur faire un shiatsu, surtout si on veut aller un petit peu profond et avoir des actions un peu yinisantes. Hein. Bon, tant qu'on fait du yangisant, ça va à peu près. Dès qu'on commence à vouloir rentrer un peu plus en profondeur et tout, c'est souvent assez difficile. Hein. Donc, pour ceux qui font de la réflexo-plantaire, c'est assez intéressant parce que ça permet d'aller faire des choses qu'on ne peut pas toujours faire sur leur corps, parce que ça leur fait trop mal. Alors déjà, elles ont mal, donc chez nous, elles viennent chercher un peu de calme et un petit temps de repos. Donc si pendant 1 heure, on les restresse encore plus en leur faisant mal sur chaque point, elles vont pas continuer ou elles vont pas revenir. Donc il faut savoir au moins dans les premières séances se modérer un peu éventuellement dans les pressions parce que les pressions les aggravent. Même si on va plus lentement et si on n'a pas les résultats qu'on voudrait avoir aussi vite. Il vaut mieux aller moins vite, pas trop leur faire mal et être plus progressif chez elles. Elles sont hypersensibles, elles sont exacerbées à tout. Tout peut les déranger, même la musique que vous allez mettre ou même tout ce que vous pourrez faire, trop chaud, trop froid et tout. Tout peut les stresser encore plus et les rendre encore plus douloureuses. Hein. Voilà, donc il faut être prudent avec eux et elles sont très sensibles sur le discours qu'on a par rapport à leur maladie. C'est-à-dire si elles commencent à sentir que vous niez un peu leur douleur ou que peut-être elles n'ont pas si mal que ça ou que peut-être que si, alors là c'est assez, elles ont un caractère quand même très particulier, parce qu'elles souffrent sans doute, mais faut être assez prudent dans son toucher et dans son discours avec elles, vraiment. Hein. Voilà, alors, ça c'est pour présenter la maladie.
Après, bon, donc on a fait quelques expériences, on commence à faire des recherches. Bon, j'ai parlé de la substance P dans le liquide céphalorachidien. On commence à trouver qu'il y aurait peut-être une hypocortisolémie, qu'il y aurait des choses comme ça. La sérotonine qui est un peu basse. La sérotonine, c'est un peu notre analgésique naturel. Hein. Et donc, bon, chez ces personnes-là, elle sera un peu basse et tout. Mais tout ça, c'est après. C'est-à-dire quand la maladie, quand elle souffre déjà depuis quelques mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Au début, on ne trouve rien en général. Si on fait un bilan, on ne trouve rien. Voilà. Et quand on trouve les sérotonines basses, c'est souvent parce qu'elles sont déjà un peu dépressives. Voilà, donc les examens complémentaires, on ne va pas trop en parler parce que maintenant, on commence à faire des recherches sur les IRM, les choses comme ça et tout. Mais pour le moment, il n'y a rien vraiment de probant et de véritablement réel qui concerne la maladie. Voilà, donc, alors pour les traitements, les antidépresseurs ne marchent pas. Donc ça, c'est bien, elles en ont presque toutes. Hein. Donc ça sert à rien, voilà, c'est pas la peine. Les antalgiques, bon, bah, souvent, elles en prennent beaucoup. Ça les soulage un petit peu, moyennement, elles ont quand même toujours mal. Donc, je vous ai parlé de la diététique, hein, enlever la vitamine A et les anti-inflammatoires, l'hygiène de vie, le sommeil, et puis bien sûr toutes les techniques anti-stress. Hein. Alors, le shiatsu en fait partie, c'est un peu plus qu'une technique anti-stress puisqu'elle est thérapeutique en même temps. Hein. Mais bien sûr, il y a la sophrologie, il y a le yoga quand elles peuvent faire, parce qu'il y a quand même des yogas qui leur font mal, donc elles ne peuvent pas toutes faire du yoga. Hein. Le tai chi, bien sûr, le qigong et tout, qui en général leur fait du bien hein, et qui les améliore pas mal. Voilà, donc ça reste une maladie facile pour personne parce que mal connue, mal codifiée, mal diagnostiquée, donc compliquée, forcément. Voilà.